Voilà. Bonjour à toutes et à tous et évidemment, merci grandement de votre présence pour cette première édition de Terre 2016, les rencontres de l'élevage et de l'alimentation organisées, vous le savez, par le quotidien Ouest France. Merci de votre présence donc et bienvenue également aux étudiants que l'on va peut-être voir de Rennes School of Business qui nous accueillent, aux étudiants d'AgroCampus, voilà, vous les voyez. Bonjour à vous, j'espère que vous nous voyez, et aux élèves des lycées Lalande du Braille de Rennes et le lycée La Touche de Pleuhermel également, qui vont suivre les débats depuis donc ce deuxième amphi et qui pourront également intervenir à l'issue de chacune des tables rondes. Un mot d'abord sur la situation de l'agriculture en France. Vous le savez, chaque jour, plus de 220 hectares de terres agricoles disparaissent dans notre pays, soit l'équivalent de 4 exploitations moyennes. Notre agriculture va perdre 4 à 5 milliards d'euros en 2016, c'est ce que rappelait Ouest France le 11 août dernier dans ses colonnes. La crise touche tous les secteurs, évidemment le lait, on en a beaucoup parlé cet été, hier le porc et demain probablement d'autres secteurs. Et pourtant, tout n'est pas noir, on a quelques bonnes raisons ici d'espérer. La France et la Bretagne, première région agricole, ont des atouts qui doivent permettre de répondre à la concurrence européenne, concurrence très féroce. C'est un peu l'enjeu de cette première édition de Terre 2016. Rappeler évidemment l'importance de notre agriculture, l'importance aussi de nos agriculteurs, montrer qu'il existe des filières solides, pérennes, regarder quelles sont les pistes pour répondre aux demandes des consommateurs, et puis regarder quels sont nos atouts dans un monde totalement ouvert et globalisé. Et le débat sera certainement nourri, assez constructif, vous le verrez, à en croire en tout cas la présence des partenaires qui soutiennent cet événement et sans qui Terre 2016 n'aurait pas été possible. Permettez-moi de les remercier et de les citer. Even, Fleury-Michon, Olmix, Intermarché Agro-Mousquetaire, les fermiers de Loué, le Gaulois, Terra Lacta, le Crédit Agricole de Bretagne, Neovia, ex-Invivo NSA, Terrena, Triscalia, France 3 Bretagne, le Conseil régional de Bretagne, le SPACE et Rennes School of Business qui nous accueille ici dans cet auditorium flambant neuf, puisque je crois qu'il a ouvert l'année dernière. Merci d'ailleurs d'accueillir Olivier Aptel, c'est le directeur de Rennes School of Business. C'est lui qui nous a spontanément ouvert ses portes il y a un an lorsque nous sommes venus les voir. Olivier Aptel. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue en Bretagne, bienvenue à Rennes School of Business. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette première, et nous l'espérons pas la dernière, ce premier rendez-vous de Terre 2016 dans cette école pour laquelle je vais vous donner quelques informations et vous expliquer pourquoi nous avons effectivement été dès l'origine très excités par l'idée de vous accueillir et d'être partenaire de cet événement. Quelques éléments sur cette école. Nous sommes à cette rentrée 2016, 4330 étudiants exactement. Nous avons 4 campus. Vous êtes ici dans le campus numéro 1, qui est le campus historique de l'école. Nous avons 3 autres bâtiments sur la zone de Beauregard. Nous avons également un campus à Rabat au Maroc. Nous avons 200 collaborateurs permanents qui organisent la vie de cette institution. 200 professeurs, dont 82 professeurs permanents, avec une particularité, ce qui fait notre spécificité ici en Bretagne. Ces professeurs sont à 85% non français. Ils couvrent 34 nationalités exactement. Ils sont tous engagés dans des activités de recherche. Les 3 piliers de l'école, alors il y en a un qu'on ne voit pas bien, mais on le devine, c'est l'international, l'interculturel, l'innovation. Nous avons un centre de recherche sur le management de l'innovation, la responsabilité sociale des entreprises, qui est un thème de recherche très, très important dans l'école. Et à la croisée de ces 3 dimensions, eh bien, nous avons un objectif qui est de préparer nos étudiants à devenir alors à l'anglo-saxonne Global Responsible Pioneer, des pionniers responsables et globaux.
c'est-à-dire des personnalités qui vont rejoindre les entreprises, tous secteurs confondus, dans l'agroalimentaire également, et qui seront capables d'agir dans des contextes multiculturels variés, tout en étant confortables, quel que soit l'environnement culturel, qui soient conscients de l'impact de leurs décisions dans les entreprises, sur la société en général, sur le développement durable en particulier, et puis qui soient capables d'identifier des innovations et puis de les transformer en business plan. C'est le côté pionnier que nous souhaitons transmettre à ces étudiants. Alors, évidemment, Terre 2016, pour nous, c'est un événement qui est global, qui est responsable et qui est pionnier. Il est global à la fois par le panel qui est présent ici dans cet amphithéâtre. Nous avons des participants qui viennent du monde entier. Sur les thématiques, et rien qu'à la lecture du programme qui va se dérouler aujourd'hui, eh bien, nous apercevons que les problématiques de globalisation, on va parler de croissance de la population mondiale, sont évidemment en filigrane de toutes les discussions que vous aurez. On va parler, il y aura un atelier spécifique sur la problématique d'une alimentation plus saine, réclamée par les consommateurs. On est là dans une logique évidemment de responsabilité sociale et de développement durable. Et puis la question de l'innovation qui est également au centre de toutes les discussions, un atelier qui va s'intéresser aux opérateurs qui vont vers des marchés dits premium. Donc forcément, cet événement est pour nous un événement qui rejoint nos préoccupations et nos valeurs, et nous sommes très fiers et très heureux de vous accueillir pour cette première, et je vous souhaite une excellente journée et puis des échanges utiles et fructueux. Merci de votre attention. Merci Monsieur Abtel, et encore merci de nous accueillir ici. Voilà, donc dans quelques instants, les premières tables rondes avec les intervenants qui seront interrogés tout au long de cette journée par les journalistes spécialisés en agriculture et en agroalimentaire de Ouest France, emmenés par l'équipe de Patrice Moyon, dont vous connaissez certainement la signature. Mais avant cela, comme vous le savez, nous sommes à la veille du SPACE. On a bien choisi évidemment cette date pour cette première édition de Terre 2016. Le SPACE fête cette année ses 30 ans, et le SPACE est donc le partenaire tout à fait naturel de Terre 2016. Pour nous en parler, Marcel Deniol, que nous accueillons, c'est le président du SPACE, et François-Xavier Lefranc, qui est le rédacteur en chef du quotidien Ouest France. Ils vont nous dire quelques mots. Merci de les accueillir. Voilà. Alors, essayez de vous... voilà. François-Xavier, bienvenue. Vous écrivez dans l'édito, je crois, du programme de présentation de Terre 2016 qu'on ne nourrira pas le monde sans paysans. C'est un peu le message en façon très synthétique que vous souhaitez faire passer pour ces assises. C'est même l'idée majeure qui nous a amené à créer cet événement. Ouest France est né le 7 août 1944, tout près d'ici. Et figurez-vous que quelques mois plus tard, il y a un espace qui s'est ouvert dans le journal, avec de l'information, tournée l'information agricole, et ça s'appelait à l'époque la Terre de chez nous. Et la Terre de chez nous, ça en disait long sur le lien extrêmement fort entre Ouest France et ce territoire et les gens qui y vivent. C'est un lien humain très fort. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de collaborateurs à Ouest France qui ont un lien direct avec l'agriculture. Je ne crois pas trahir un petit secret. Beaucoup sont issus du monde agricole, moi le premier, mais vous on est très nombreux dans ce cas-là. Et surtout, il y a des générations de journalistes qui, depuis que le journal existe, ont accompagné toute l'évolution du monde agricole. Et ceux qui sont en poste aujourd'hui, l'équipe de Patrice Moyon dont vous parliez tout à l'heure, l'équipe du service économique, toute l'équipe des locales sont à l'écoute en permanence du monde agricole, de l'agroalimentaire et de tous ceux qui font vivre cette économie extrêmement importante pour l'Ouest et pas que pour l'Ouest. Alors on est dans une période de crise aujourd'hui, on le sait, c'est ce que je disais en présentation, crise du lait, crise dans le monde des céréales, crise du porc hier, ça va mieux aujourd'hui mais demain on ne sait pas. Sur ce fond de crise, il y a un certain nombre d'événements qui sont organisés par toute la profession au sens large du terme. Il y en a un peu dans toute la France. C'est une première en Bretagne, ces assises de l'élevage et de l'alimentation. Comment est-ce que vous souhaitez positionner Terre 2016 ?
D'abord, on souhaite que cet événement, qui est le premier d'une longue série, prenne très vite une portée nationale et européenne, première chose. Ensuite, les crises que nous vivons actuellement, elles posent plein de questions, des questions très importantes. La plus importante étant de savoir s'il y aura encore des gens qui pourront vivre demain de l'agriculture. Et nous pensons que Ouest France étant un acteur, un observateur attentif, un observateur bienveillant, mais un observateur neutre et bien placé pour faire vivre des débats, parce que toutes ces questions soulèvent des débats extrêmement importants, extrêmement complexes, et nous pensons que nous sommes bien placés pour mettre autour de la table tous ceux qui souhaitent faire avancer les choses, en évitant surtout, parce que c'est tellement facile quand on parle d'agriculture, en évitant les clichés, en évitant les idées faciles qu'on voit répandues partout. Eh bien non, on va essayer de travailler sérieusement pour voir comment on peut faire avancer les choses. Alors, Terre 2016, une dernière question, François-Xavier. Terre 2016, c'est un événement sur une journée, des tables rondes, des débats, des face-à-face. Mais l'idée, elle est de faire vivre Terre 2016, j'allais dire, tout au long de l'année, évidemment, sur les différents supports du groupe. Oui, alors ce qu'on souhaite aussi, c'est que toutes ces questions soient portées à la connaissance et partagées avec le grand public, parce que nous sommes un média populaire, dans le sens le plus noble du terme. Nous, on parle à tout le monde, et on souhaite vraiment que tout le monde prenne conscience de l'importance de ces questions. Et puis, on veut le faire, évidemment, à grande échelle, parce que Ouest France, on dit souvent que Ouest France est un grand journal régional. Je rappelle que c'est le premier journal francophone au monde. Aujourd'hui, nous sommes lus dans 169 pays. Nous venons de créer une édition France 100% numérique, et le numérique nous permet aujourd'hui de nous adresser à un public extrêmement large. Il suffit de savoir parler français et d'avoir accès à Internet pour nous lire. Donc c'est à ce niveau-là que nous voulons porter ces questions, avec un regard attentif sur ce qui se passe ici, sur le territoire, notre socle, mais en portant aussi un regard sur l'ensemble du monde. Et à propos du numérique, sachez que les débats de Terre 2016 sont retransmis en direct sur westfrance.fr toute la journée. Merci François-Xavier et merci d'avoir été l'initiateur de cet événement. Marcel Deniol, président du SPACE, on ne vous présente plus. Pourquoi le SPACE, lorsqu'on est venu vous voir, vous êtes associé à cette édition, alors qu'on imagine que veille de l'ouverture du SPACE, vous avez peut-être autre chose à faire que de venir discuter avec nous? Bonjour à toutes et à tous. On a toujours beaucoup de choses à faire, mais moi je trouve que ça s'inscrit tout à fait dans l'esprit du SPACE. Et alors, peut-être déjà de préciser que ce partenariat, je dirais, entre Ouest France et le SPACE, on ne l'invente pas aujourd'hui, on ne le découvre pas aujourd'hui. Je crois qu'il est presque depuis la naissance du SPACE. Et en remontant, puisque pour la 30e du SPACE, on a regardé un petit peu en arrière. Et en 1993, il y avait eu une conférence débat sur des questions autour de l'alimentation, la qualité déjà. Donc vous voyez, ces questions-là étaient déjà un peu prégnantes et montraient un peu l'intérêt que les uns et les autres pouvaient susciter. Mais au-delà, je crois que l'intérêt qu'on y a vu d'entrée quand vous avez commencé à discuter, il y a 12 mois. Même plus de 12 mois d'ailleurs, je crois. Même, enfin, voilà, mais ça, c'était quand même... c'est de se dire, finalement, nous avons les mêmes territoires. Et je reprends finalement ces mots-clés un peu de François-Xavier Lefranc, sans aucune concertation, mais je crois que ça montre bien un peu... je dirais, ces convergences. C'est-à-dire que même territoire, alors déjà le territoire géographique, le territoire du SPACE, finalement, c'est quand même le centre Rennes. On est au cœur, au centre de gravité de la grande zone d'élevage de l'ouest de la France. Donc, naturellement, on retrouve un peu les mêmes zones. C'est les mêmes territoires aussi parce que l'agriculture, l'agroalimentaire, un peu façonné nos paysages, mais nos territoires plus largement. Nos paysages agricoles, c'est une chose, mais même territoires, je dirais, industriels, urbains, enfin, les villes moyennes qu'on a en Bretagne ou dans l'ouest de la France, elles sont en bonne partie, j'aurais une aspiration ou un lien à l'agroalimentaire qui est réparti sur tout ce territoire. Et dernier territoire aussi, plus humain, c'est que je crois qu'il y a des certain nombre de valeurs qui ont été portées par les uns et par les autres. Et je fais juste un clin d'œil, je peux dire, à un de nos piliers du SPACE qui est décédé cette semaine, Joseph Jouzel, qui était le premier commissaire général. Et en reprenant un peu certaines choses par rapport à ce qu'il avait écrit, qu'il avait déclaré, c'était en 2003, lors de son départ à la retraite, il avait parlé que le SPACE, qui avait été créé par des professionnels, il y avait toujours une dimension dialogue, discussion.
Et je crois que cette dimension-là, on la cultive au niveau du SPAS, mais je sais aussi que Ouest France, c'est aussi dans cet esprit-là, et que c'est cette dialectique-là qui nous intéresse de pouvoir développer. Donc Terre 2016, prolongement naturel du SPAS. Est-ce que mettre le débat sur la table, sortir des clichés, des idées toutes faites qu'on peut avoir sur l'agriculture, est-ce que mettre le débat sur la table, ça peut répondre aux enjeux et aux défis de l'agriculture aujourd'hui ? J'espère. Si je suis là, c'est un des objectifs. Je crois qu'un des soucis qu'on a, et c'est peut-être justement cette complémentarité, c'est qu'en fait, on a tendance chacun à réfléchir dans notre petit microcosme. Et finalement, alors ça peut être les professionnels de l'agriculture, d'autres professionnels de l'alimentation, enfin bref, ou d'autres non professionnels, mais qui parlent quand même. Mais finalement, la question, c'est que on arrive à beaucoup plus finalement des incompréhensions, des affrontements. Et alors que je crois qu'un des grands enjeux actuellement, c'est de dire comment on fait ensemble. Et je crois que c'est aussi cet ADN qu'on retrouve un peu chez les uns et les autres, et comment on peut le faire sortir de nos silos, de nos réflexions un peu étroites ou gérées en circuit fermé, et être capable, je dirais, une sorte de fertilisation croisée, d'arriver à se projeter dans un futur qu'on espère, pour lequel on œuvre pour qu'il soit meilleur pour tout le monde. Et en particulier, pour moi, ce que je concerne, les agricultrices et les agriculteurs de l'ouest de la France. Une dernière question, Marcel. Le SPAS a 30 ans cette année. À quoi va ressembler cette édition anniversaire ? Je ne suis pas un fétichiste des chiffres, des nombres. Donc 30 ans, c'est une étape. Je crois que... Je vais juste quand même revenir. Premier, en 1987, les quotas, on était encore contre les quotas en Bretagne. Le quota laitier. Bon, je dois rappeler qu'on commençait les discussions du Uruguay Round, et donc qui ont débouché sur les accords de Marrakech, qui a été la globalisation de l'agriculture, l'internationalisation, qu'on n'a pas forcément toujours assumé. C'était avant la chute du mur de Berlin, et j'en passe. Donc ça montre que, bon, on est dans un monde qui évolue beaucoup plus rapidement, et que donc cette édition, je crois qu'elle s'inscrit complètement dans cette ouverture au monde, et en même temps, rester les pieds sur terre. Moi, je crois que c'est quelque chose qui est important. Et peut-être à l'image aussi de Ouest France, il y a des pages monde, mais il y a aussi des pages locales. Être capable d'assurer un peu cette vision un peu générale où chacun doit se retrouver sa place. Vous êtes un expert en agriculture, Marcel Deniol, vous êtes le président du SPAS, vous exercez de nombreuses responsabilités, vous en avez exercé, je crois, au niveau de la FNSEA. FNPLA plutôt, bon. Mais ça fait partie de la FNSEA et je l'assume tout à fait. Absolument. Et en même temps, vous êtes resté éleveur, et d'ailleurs, en arrivant ce matin, vous me disiez, j'étais au Turmin ce matin, je ne sais plus à quelle heure, à 5 heures. 6 heures, non, 6 heures. Non, ça veut dire que vous gardez les pieds sur terre. J'ai envie de vous poser la question, et une question assez naturelle. Quel regard vous portez sur la crise aujourd'hui, notamment la crise du lait en Bretagne ? Enfin, on parle de crise, j'ai envie de dire, la crise suppose qu'on revienne à l'état initial au départ. Et je crois qu'on est sur vraiment une phase de mutation accélérée, et donc on a le sentiment de crise. Ça, c'est un élément. Je pense que s'il y a crise, c'est une crise de sens. C'est-à-dire que les agriculteurs, quand on en parle avec les collègues, et aussi comme élu comme président de chambre d'agriculture avec les collaborateurs, ce qu'ils nous remontent, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a une grande fatigue, alors physique, morale, mais aussi se dire, mais vers où on va ? Où va-t-on ? Que voulez-vous de nous ? Alors c'est sur l'alimentation, le travail, la taille des exploitations, notre place d'agriculteur dans le monde rural. Donc c'est toutes ces questions-là, et je crois que si on peut y apporter des éléments de réponse, donner vers où on peut aller, des futurs possibles, c'est ce dont on a besoin. François-Xavier, une dernière question, des éléments de réponse. On en trouve aujourd'hui évidemment dans les colonnes de Ouest France. Je crois qu'il y a un certain nombre de suppléments que vous avez fait paraître. Oui, donc il y en a dans Ouest France ce matin, il y en aura demain, il y en a sur notre site internet. On a fait paraître plusieurs suppléments et on publie maintenant chaque semaine une lettre économique, terre et alimentation, qui évoque justement toutes ces problématiques-là. Et on souhaite véritablement développer l'information autour de ces questions, parce qu'on est sur des questions qui sont essentielles, et pas que pour le monde agricole, essentielles pour la société dans son ensemble. François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef de Ouest France, Marcel Deniol, président du SPAS, vous pouvez les applaudir. Merci. Je vous invite à regagner votre place.
Voilà, et dernière intervention avant la première table ronde, j'appelle Olivier Alain. Il est vice-président du Conseil régional de Bretagne. Il a en charge tous les dossiers agricoles. Olivier Alain, bienvenue. Voilà, même punition que vos camarades. Donc c'est une première, je le disais, ces assises en Bretagne. Pourquoi la région a souhaité accompagner cet événement ? Au moins pour deux raisons. La première, c'est d'adosser un événement comme celui-ci à côté du SPACE, qui est le deuxième salon mondial. C'est peut-être une banalité de dire, mais c'est important. Et la deuxième raison, c'est Ouest France aussi. Alors, j'ai pas été payé pour dire ça, mais c'est quand même un quotidien qui fait référence au niveau national. J'étais président de la Chambre d'agriculture jusqu'à pas très longtemps. J'allais de temps en temps à Paris. Et qu'on soit agriculteur, ou quand on est responsable, du moins, dans l'Est de la France ou dans le Sud, on regarde Ouest France, au moins pour sa page agricole. C'est une rédaction quand même avec 4 journalistes. Donc, même si on regrette le temps où il y avait un journaliste agricole par département, vous en faites une priorité. Je pense que c'est important que la région s'associe à ce grand quotidien qui met l'agriculture au centre de ses priorités. Quels sont les messages que la région souhaite faire passer à travers ces assises ? Eh ben avant le redécoupage régional, on était la première région agricole de France. On reste une région au niveau agricole majeure, notamment pour son élevage. Et au travers de ces assises, de montrer que c'est un secteur de l'économie qui est primordial aussi pour son territoire, la vie de son territoire. Il n'y a pas en Bretagne de territoire abandonné, comme dans certaines régions rurales, grâce à son élevage. Moi, je suis en centre-Bretagne, à Corlay. Par exemple, il n'y a que de l'élevage, que l'agriculture. Le centre vétérinaire, c'est 17 personnes. C'est 7 vétérinaires, des secrétaires. Donc, l'agriculture et l'élevage en particulier sont tellement déterminants pour l'économie de cette région qu'au travers d'un événement comme celui-ci, adossé au SPACE, tout ça a du sens. Vous portez au niveau régional les dossiers relatifs à l'agriculture. Quel regard vous portez sur la crise et surtout, comment est-ce que la région répond à la crise et vient en aide à ces éleveurs ? Alors, quel regard je porte sur la crise ? C'est quand même un regard de désolation parce que tout ça était tellement prévisible. Je crois que prévisible, vous dites ? Oui, prévisible. Quand l'agriculture, l'élevage en particulier, ne se fera jamais d'une politique libérale du laisser-faire. À l'échelle de l'Union européenne, quand, pour prendre le lait, quelques centaines de milliers d'acteurs se mettent à produire un petit peu plus de lait parce qu'ils ne sont plus contraints, et on voit ce que ça donne. On a vraiment en 2016, quand même, j'ai envie de dire, en matière économie, un peu une situation un peu pour les nuls en économie. Il y a trop de porc, les prix s'effondrent. Il y a trop de lait, les prix s'effondrent. Et l'inverse pour le porc, grâce à la Chine. Mais est-ce que l'avenir de retrouver des prix doit être uniquement soumis à ce que décident les Chinois ? Je pense que non. Et je suis un farouche partisan de la régulation, parce que les agriculteurs veulent du prix. Jusqu'à ma chiffre, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui sortent un peu sur des systèmes assurantiels et tout ça. Aujourd'hui, il manque à peu près, tout le monde est d'accord, 80 € par millilitre chez les éleveurs laitiers. Pour une région comme la nôtre, c'est 400 millions d'euros. Donc aucune politique budgétaire n'arrivera à remplacer ces 400 millions d'euros qui manquent à l'agriculteur pour bien vivre, investir et tout ça. Donc retrouver de la régulation pour avoir du prix, c'est un projet qui vaut le coup d'être défendu. On va rentrer dans une négociation sur la PAC. Alors, il faut de la régulation peut-être plus dynamique, mais il faut quelque chose qui soit réactif. Et les petites mesures, je dis quand même petites mesures qui ont été prises récemment le 18 juillet pour encourager à produire moins, vont plutôt dans le bon sens, même si elles ne sont pas à une échelle assez importante pour avoir un impact direct, et même si elles sont prises un peu trop tard. Donc pour résumer votre pensée, la régulation, c'est la seule clé pour sortir de la crise ? C'est la clé essentielle, si du moins on veut retrouver du prix, parce que autrement, vous savez tous ce que sont les budgets. Je rappelle un chiffre aussi, les concours publics à l'agriculture, entre 2012 et 2016, sont passés de 12 milliards d'euros à 16 milliards d'euros. Donc 4 milliards d'euros de plus, et les agriculteurs ont un revenu qui n'a jamais été aussi mauvais, grâce au CICE, grâce aux aides d'urgence. Donc la réponse, elle est d'abord en termes de prix, et pas que budgétaire, parce qu'il y a des limites. Quel rôle sur le long terme, ça sera ma dernière question, vous pouvez jouer à la région évidemment pour l'agriculture et pour ses agriculteurs ? Alors, le rôle des régions, c'est de redonner de la compétitivité aux agriculteurs. Mais sur le mot compétitivité,
Je la distingue en deux. Il y a la compétitivité sous forme de distorsion de concurrence qui est condamnable et scandaleuse. L'Irlande, on est un exemple, mais l'Allemagne aussi avec sa TVA un peu particulière, avec ses sociales, avec ses travailleurs détachés. Notre compétitivité sur laquelle on veut mettre en place, j'ai envie de la qualifier d'une compétitivité vertueuse. C'est en bâtir un grand plan bâtiment pour avoir des bâtiments qui soient plus modernes, qui génèrent de meilleures conditions de travail, qui génèrent moins de consommation d'énergie, qui génèrent aussi, ou alors avec une politique comme les MAE aussi, qui amèneront les agriculteurs à repenser un peu leur système fourrager pour utiliser moins de chimie tout en produisant beaucoup. Donc c'est cette compétitivité vertueuse qui est l'axe essentiel de la région en matière budgétaire. Merci Olivier Alain, merci de cette intervention. Olivier Alain, vice-président de la région en charge de l'agriculture. Merci. Alors, au programme de Terre 2016, ce matin, donc, nous allons parler mode de consommation et de production. Et puis cet après-midi, nous verrons quels sont les atouts de l'élevage et de l'alimentation dans ce monde globalisé. Première table ronde, élevage et alimentation, les nouvelles attentes des consommateurs. Face à l'évolution des modes de consommation et aux attentes du public, notamment en termes de qualité, de sécurité, pour la santé, d'origine des produits, les professionnels de l'agriculture et de l'agroalimentaire doivent s'adapter et faire évoluer leurs pratiques. Pour en parler, j'invite Karine Boquet, elle est responsable de secrétariat interministériel du Conseil national de l'alimentation. Karine Boquet, je vous invite à prendre place. Merci de l'accueillir. Hubert Garot, président de Terrena. Hubert, bienvenue. Allez-y, les intervenants, vous allez prendre place. Eddie Punch, secrétaire général de la Irish Cattle and Sheep Farmers Association, c'est l'association irlandaise des éleveurs bovins et caprins. Bonjour et bienvenue monsieur Punch. Et enfin Pierre Veil, président de Bleu Blanc Cœur et président de Valorial. Vous allez être interrogé. Bienvenue monsieur Veil, allez-y. Par Patrice Moyon, responsable du service agricole à Ouest France. Et il est accompagné par Elisabeth Bureau, qui est chef d'édition à Ouest France Entreprise. Je vous laisse, vous avez 50 minutes. Karine Boquet, bonjour. Merci de nous avoir rejoints ce matin parce que vous êtes levé tôt, vous êtes parti de Paris. Vous êtes vétérinaire de formation. Vous êtes secrétaire interministériel du Conseil national de l'alimentation, que vous définissez comme le Parlement, en fait, d'une certaine manière, de l'alimentation. On voit, nos enfants nous accuseront, faut-il avoir peur de ce qu'on a dans notre assiette? Il y a une sorte de paradoxe quand on regarde l'agriculture et l'alimentation. D'un côté, des experts qui nous disent l'alimentation n'a jamais été aussi sûre, et de l'autre, des titres avec l'agriculture bashing qui est à la mode. Alors comment est-ce que, déjà, première question, expliquer un petit peu le travail que vous conduisez au sein du Conseil national de l'alimentation, et puis expliquer aussi pourquoi il y a un tel décalage aujourd'hui entre la communication sur l'alimentation et sur l'agriculture, et peut-être la réalité scientifique. Alors d'abord, merci beaucoup de... Merci. Prenez le micro à la main, et voilà, vous le tenez là, et c'est parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir invité le Conseil national de l'alimentation à participer à ces échanges. Donc, je vais peut-être démarrer par quelques mots sur ce qu'est le Conseil national de l'alimentation, qui n'est pas forcément une instance très connue et qui est une instance consultative, indépendante, interministérielle, c'est-à-dire qui est placée auprès de 3 ministères, les ministères qui sont en charge des politiques publiques de l'alimentation en France, donc le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Consommation et le ministère de la Santé. Donc cette instance consultative, elle est composée d'un certain nombre de collèges qui sont des représentants de tous les acteurs concernés par l'alimentation, des représentants de la société civile, donc on a les associations de consommateurs, protection de l'environnement, tout le secteur de l'aide alimentaire, tous les usagers des systèmes de santé, bon, toute cette partie de la société civile. Ensuite, on a des collèges qui représentent tous les maillons de la filière de production, de la fourche à la fourchette,
Donc la production primaire, les exploitations agricoles, les transformateurs, tout le système de la distribution, l'artisanat, la restauration. Et puis on a également un collège d'évaluateurs scientifiques, donc avec les agences d'évaluation, l'ANSES, mais aussi les structures de recherche, l'INRA, on a aussi l'IFREMER, l'ADEME, etc. Et puis on a un dernier collège qui sont les ministères qui interviennent dans les politiques publiques de l'alimentation. Il y a les 3 tutelles dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi tout un tas de ministères. Quand par exemple on travaille sur l'alimentation en milieu carcéral, eh bien, on aura le ministère de la Justice. Quand on travaille sur le milieu scolaire, on aura l'éducation nationale, etc. Donc on réunit tous ces acteurs-là et on a des questions qui nous sont posées, qui sont posées par les ministères de tutelle. Et on est un espace de concertation, c'est-à-dire qu'on va échanger, on va essayer d'arriver à un consensus sur une question donnée. C'est pas facile d'arriver à un consensus, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup d'écoute et beaucoup d'échanges pour que chacun comprenne un petit peu la posture des uns et des autres, parce que chaque instance, enfin chaque représentant va défendre des intérêts et des contraintes spécifiques. Donc on n'arrive pas toujours à un consensus. À ce moment-là, on va relever les contradictions, on va faire une liste d'argumentation et on va transmettre aux tutelles qui vont pouvoir enrichir leurs décisions publiques. Alors je vais peut-être juste dire quelques mots sur le processus de décision en France, parce que c'est un processus qu'on retrouve d'ailleurs en Europe et dans beaucoup de pays sur les questions d'alimentation. On a un schéma de décision qui est très codifié par ce qu'on appelle l'analyse des risques. Alors l'analyse des risques, ça consiste à prendre des décisions de gestion des risques sur la base d'une évaluation scientifique qui est confiée à des agences. Donc en France, c'est l'ANSES, que vous connaissez sans doute. En Europe, on a aussi une agence d'évaluation. Donc on prend les décisions sur la base de cette évaluation des risques. Et cette question des risques sanitaires, notamment d'impact sur la santé, c'est assez important dans les questions d'alimentation, parce qu'à partir du moment où on ingère un aliment, c'est un produit vivant, bah forcément, il y a des questions sanitaires qui se posent. Et le Conseil national de l'alimentation est une instance qui va essayer de compléter ce qui est issu de l'évaluation scientifique pour un petit peu aussi nuancer, parce que parfois sur une question, peut-être qu'on a un résultat scientifique qui va dans telle direction, mais on aura une perception de la question par les acteurs qui sera un peu différente et qui nécessitera de nuancer dans le cadre de la décision publique. Alors, ce n'est pas encore aussi idéal que tout ce que je vous décris là, c'est-à-dire qu'on a encore un ancrage très fort sur la décision basée sur l'évaluation scientifique, mais on a cet outil de concertation en France. Il existe des espaces de concertation dans beaucoup d'espaces dans les ministères. Je crois que dans d'autres pays de l'Union européenne, il y a aussi des espaces de concertation, mais on a cette originalité en France de réunir peut-être pas tous les acteurs, mais une très très grande partie des acteurs pour aider au mieux à éclairer la décision publique. Comment expliquer la montée des peurs alimentaires aujourd'hui quelle analyse est-ce que vous faites ? Alors tout ce que je vais vous dire là, en fait, vous allez pouvoir le retrouver dans un avis du Conseil national de l'alimentation qui s'appelle l'avis 73, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Donc tout ce que l'on produit est public, rendu public, validé en plénière et donc sur notre site. Et on a travaillé en fait sur les conditions de la confiance, notamment à travers la communication pendant les crises et en dehors des crises alimentaires. Alors d'abord, les peurs alimentaires, on a travaillé avec des historiens sur ce sujet-là, parce qu'on fait des auditions d'experts, notamment des sociologues, des sciences sociales, qui sont sans doute des sciences moins présentes dans les agences d'évaluation. On va retrouver plutôt des épidémiologistes, des statisticiens, des écotoxicologistes, des microbiologistes, peu de sciences sociales. Nous, on travaille beaucoup avec les sciences sociales. Alors les historiens, ils nous rassurent, ils nous disent que de toute façon, les peurs alimentaires, il y en a toujours eu. Parce qu'on a un rapport à notre alimentation qui est particulier. Donc il y a elle nous a expliqué en tout cas qu'il y avait des crises sanitaires à Louis XIV avec le problème de la levure de bière utilisée dans les produits de boulangerie qui avait suscité des peurs à l'époque. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau. En fait, on a toujours eu des peurs alimentaires. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a un décalage entre la vraie situation épidémiologique, c'est-à-dire le fait de regarder les infections d'origine alimentaire, les problèmes sanitaires d'origine alimentaire, l'impact sanitaire et la perception qu'on peut en avoir, ou que les consommateurs peuvent en avoir. Donc je vais essayer de vous donner des chiffres très simplifiés, mais pour juste des ordres de grandeur, ça permet d'accrocher un petit peu les esprits. Donc en France, on a un institut qui compte le nombre de morts, de malades avec les origines, qui fait de la statistique, des épidémiologies. C'est l'Institut national de veille sanitaire. Donc en France, on a en gros un mort par jour d'origine alimentaire.
infection, un problème d'origine alimentaire. Alors bien sûr, c'est toujours un de trop et tous les pouvoirs publics sont là pour cadrer, pour essayer de limiter ça. Mais on va comparer avec d'autres d'impact sanitaire sur d'autres risques. Si on prend le risque routier, par exemple, on est à une dizaine de morts par jour. Si on prend le risque de mourir lié à un usage du tabac, par exemple, on est à 180 morts par jour. Donc les enjeux en termes de santé publique sont un peu différents. Mais on a ce paradoxe qui est qu'on a un risque réel et puis un risque perçu qui est très différent. Parce qu'on a des innovations technologiques qui font peur, parce qu'on a des vrais sujets d'actualité, les produits phytosanitaires par exemple, c'est un sujet d'inquiétude qui est relayé par les associations de consommateurs, que l'on reçoit au Conseil national de l'alimentation. Voilà, il y a des sujets qui sont un petit peu anxiogènes. Alors après, il y a plein d'éléments qui expliquent cela, et il faut bien comprendre ces facteurs pour pouvoir trouver des solutions par la suite. Je ne sais pas si on parle directement des facteurs. Pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage entre la perception et le risque réel ? Il y a plein de choses, je n'aurai pas le temps de vous parler de tout, mais il y a une chose importante, c'est que dans les pays développés, on a démontré qu'on a une aversion pour les risques collectifs subis. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de la cigarette, eh bien, c'est un risque choisi, ce n'est pas un risque subi. L'alimentation, c'est, on est obligé de faire confiance. Donc il y a cet élément-là. Ensuite, on a le consommateur comme n'importe quel individu que nous sommes. Hein. On est tous des consommateurs. On a une capacité de raisonnement qui est avec un certain nombre de biais qu'il faut connaître. Alors dans ces biais, il y a le fait qu'on a une rationalité limitée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas analyser toutes les informations qu'on va nous donner sur Donc on va retenir uniquement ce qui va nous parler. Et malheureusement, c'est plutôt tout ce qui est anxiogène qui marque plus les esprits. Donc on va être ce qu'on appelle les biais de confirmation et les biais de présentation. Je vous donne un exemple. On ne va pas percevoir de la même manière une information qui dit « cette viande, elle est composée à 25% de gras, avec cette viande est composée à 75% de maigre ». Voilà, alors que c'est la même chose. Hein. Donc il faut intégrer cette modalité, ces sciences cognitives qui nous apportent beaucoup d'informations. Voilà pour l'essentiel, en tout cas la notion de risque subi et puis le fait d'avoir un certain nombre de biais cognitifs dans la perception des informations sur lesquels on va se baser pour faire un acte d'achat et pour orienter ses choix de consommation. Merci Karine Bocquet. Hubert Garot, vous êtes président de Terrena, vous êtes aussi agriculteur, ou je devrais dire plutôt, vous êtes d'abord agriculteur, producteur de lait en Loire-Atlantique. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre tonique il y a quelques mois, Les agriculteurs à la reconquête du monde, pourquoi le monde agricole va survivre et même nous sauver. Et vous avez une démarche un peu particulière avec Terrena, c'est-à-dire que vous avez un regard très attentif sur les nouvelles attentes des consommateurs. Est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui justement comment vous recomposez la stratégie de Terrena pour répondre et quelles sont les grandes attentes du consommateur ? Bonjour à vous. Ça marche ? Bonjour à vous. Oui, comme vous m'avez présenté, je suis agriculteur et je suis président d'une coopérative. Et pourquoi en 2008 nous avons fait un virage stratégique de cette importance, puisque en tant que coopérative, on est le prolongement des exploitations agricoles. Et les exploitations agricoles, pour nous, sur le territoire du Grand Ouest, c'est des choses qu'on rend beaucoup plus... On leur donne des perspectives économiques et on rend ces modèles agricoles beaucoup plus résilients. Alors en 2008, on avait fait ce regard en disant comment on peut continuer à produire plus et mieux avec moins. Alors pourquoi plus et mieux avec moins ? Puisqu'on s'est basé sur cette attitude d'une société civile qui faisait des lectures que se nourrir, c'était un risque pour eux. Dernièrement encore, on a eu un sondage qui nous a montré que 79% des Français ont une crainte dans leur alimentation qui a augmenté de 20 points depuis 2014. Même les Chinois aujourd'hui sont à 93% de crainte sur leur risque alimentaire. Donc à un moment donné, fondé ou pas fondé, ce qui a été présenté par Madame Bocquet, derrière il nous faut se poser la question, est-ce qu'on ne doit pas changer nos modes de production, on ne doit pas améliorer ? Et c'est pour ça qu'en 2008, nous avons fait un virage sur le produire autrement, basé sur le concept de l'agriculture écologiquement intensive.
Donc concrètement, est-ce qu'il y a peut-être 2 ou 3 axes que vous avez choisi de privilégier aujourd'hui, avec cette marque notamment Nouvelle Agriculture? De toute façon, nous, le produire autrement se base sur la volonté des agriculteurs de mettre en pratique sur leur exploitation des points qui sont en capacité de rassurer le consommateur sur le produit final. Alors c'est au travers de son suivi agronomique, c'est au travers de l'utilisation des intrants. Personnellement, moi sur l'exploitation, j'en ai 15 points que j'ai introduits dans ma façon de produire entre voilà 20 ans et aujourd'hui. Et derrière, c'est des points qui sont avec des plans de campagne sur les colzas. Alors, qu'est-ce que c'est une plante de campagne? On est capable de semer une plante sous couvert de plantes gélives, et l'hiver faisant son effet, on limite l'utilisation d'un intrant qui est un herbicide. Au travers de l'alimentation de mes vaches laitières, je suis cette alimentation au travers d'un outil d'aide à la décision qui s'appelle le Profilia et qui me mesure mes taux de rejet de méthane, et donc qui me permet d'avoir une alimentation mieux équilibrée qui fait que les vaches ont une production meilleure, et derrière je rejette moins de méthane dans l'atmosphère. Donc je pense que Pierre va en parler. Mais derrière, pourquoi tous ces éléments? Parce que nous, au final, on se dit, puisque le consommateur a ses peurs, que l'agriculteur aussi est un médiateur de confiance avec ce consommateur. À travers ce qu'on fait, nous, sur nos exploitations, on veut introduire une nouvelle coopération entre l'agriculteur et le consommateur. Et cette nouvelle coopération, eh bien, derrière, doit se traduire sur des faits, des éléments de pratique agricole qui sont reconnus et plébiscités par le consommateur, avec une ambition et une conviction forte que entre le bio et le conventionnel, il y a l'émergence d'un troisième territoire, d'une troisième voie, qui est cette voie-là d'un consommateur qui veut avoir cette réassurance. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, Pourquoi on a cette conviction forte? C'est parce que le consommateur, son assiette est de plus en plus connectée. Et le fait qu'elle soit connectée, il veut vouloir beaucoup plus de réassurance, de traçabilité. Et c'est pour ça qu'on part d'un principe que jusqu'à présent, puisqu'on est à la fin d'un monde, on faisait une alimentation pour tous. Demain, avec cette assiette connectée du consommateur, on fera une alimentation pour chacun. Donc, en fonction de la demande du consommateur, eh bien, en fonction des pratiques agricoles que nous mettrons en œuvre, nous avons la possibilité de répondre à cette attente. Et pour nous, Terrena, c'est notre démarche de la nouvelle agriculture. Merci Hubert Garot. Eddie Punch, vous êtes secrétaire de l'Irish Cattle and Sheep Farmer Association. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Irlande? Quelle relation avec le consommateur? Comment est-ce que les éleveurs irlandais se positionnent? Et puis, collectivement, l'Irlande a fait le choix de créer une marque, Go Green. Elle s'appuie sur quelles valeurs et pour quel marché? Merci. Dans les années 60, le travail était simple. Les producteurs ont essayé d'augmenter leur production, devenir plus efficientes et réduire leurs coûts. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs nouveaux défis. Les agriculteurs ont sous pression avec les prix qui sont plus baisses pour rémunérer très bien. Aussi, nous avons les autres défis. Le changement climatique, c'est un problème pour l'agricole en Irlande. Nous avons aussi un défi avec le Brexit
Nous avons tout le temps les tensions entre producteurs et transformateurs. Et en 2016, tous les secteurs en Irlande ont connu des difficultés. Traditionnellement, le secteur bœuf, nous avons des problèmes, mais c'est normal. Mais cette année, les laitiers aussi ont connu des difficultés avec les prix et les volatilités dans leur production système. Et maintenant, l'Irlande est un pays pour l'exportation des productions agricoles. Par exemple, dans le secteur du bœuf, nous exportons 90% de notre production, dont 50% est destiné pour le Royaume-Uni et 50% destiné pour l'Europe. Donc, c'est évident que le Brexit est un défi pour cette exportation. Nous sommes concernés avec les négociations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Europe. Mais nous avons des stratégies d'augmenter l'image de notre produit et aussi d'améliorer la possibilité d'obtenir un prix augmenté. Alors, cette marque, justement, Go Green, elle repose sur quelle valeur? Oui, nous avons l'origine green, c'est l'origine vert. Ouais. Et c'est une stratégie de développer l'image et il y a certaines façons de travail. D'abord, nous avons un système de l'assurance de qualité qui constitue l'inspection sur les fermes. Et aussi, nous avons un système pour mesurer le carbon footprint de notre production en bœuf, en laitier. C'est-à-dire utiliser plus l'herbe. C'est important pour réduire les matériels qui nous importons sur ferme. Et cette origine green est utilisée par le ministre de l'Agriculture qui voyageait à Chine, les États-Unis et les autres pays pour obtenir des nouveaux marchés pour notre production. Nous sommes déterminés d'éviter plus de reliance sur le marché du Royaume-Uni, car nous sommes trop liés à le Royaume-Uni et dans un contexte de Brexit, c'est un problème. En 2015, nous avons 10 milliards d'euros d'exportation agroalimentaire, c'est-à-dire dans les secteurs de bœuf, de laitier, comme ça, et 4 milliards de cette exportation étaient destinés à le Royaume-Uni. C'est un lien très, très grand, très, très important entre nous, l'Irlande et le Royaume-Uni. Et d'accord, la situation de Brexit, c'est un gros problème. Alors, cette marque, quand même, juste une dernière chose, cette marque Origin Green, elle répond à quelles attentes des consommateurs et des marchés? Est-ce que c'est parce que vous avez parlé du climat? Est-ce que, par exemple, aujourd'hui ou demain, vous pensez que vous vendrez mieux votre viande sur les marchés mondiaux en montrant que l'empreinte carbone est plus légère? Oui. Et est-ce que ça permet de vendre aussi la viande plus chère? C'est une question difficile. Comme vous savez,
les consommateurs, par exemple, anglais, sont intéressés dans l'alimentation moins chère. Et quand vous essayez de développer des stratégies pour augmenter le prix, vous avez aussi les négociations commerciales internationales, c'est-à-dire les négociations entre l'Europe et les pays d'Amérique, le TTIP, le Mercosur, l'agrément avec le Canada. Et toutes ces négociations est basée sur l'importation de bœuf moins cher à l'Europe. Et par exemple, nous avons en colère avec Cecilia Malmström quand elle a donné temporairement une concession à Mercosur de 78 000 de bœuf, un quota pour cette bœuf. Et c'est un défi difficile pour nous. D'un côté, nous devons essayer d'augmenter nos prix dans les marchés européens, mais aussi les marchés européens font des négociations avec les pays américains. Et c'est difficile. Merci, Eddy. Pierre Veil, vous êtes président de Valorial, l'Aliment de demain. Vous êtes aussi président de Bleu Blanc Cœur. Qu'est-ce que vous voyez émerger comme demande aujourd'hui autour de l'alimentation, comme nouvelles attentes des consommateurs? Il y en a pas qu'une. Il y a une époque où, quand on a démarré Bleu Blanc Cœur, je me souviens d'un entretien il y a une vingtaine d'années avec un responsable d'une chaîne de distribution qui me disait « je ne sais pas où je vais vous mettre » quand on expliquait la démarche. Et « je ne sais pas où je vais vous mettre parce que j'ai une En deux mots, expliquez-nous la démarche de Bleu Blanc Cœur. Bonne question. Celle-là, je vais y répondre. Mais en deux mots, on a démarré. C'est une démarche qui a démarré à la fin du siècle dernier, là en 99. L'acte fondateur, c'était une étude clinique qui démontrait l'impact de l'alimentation des animaux sur des paramètres de santé chez l'homme. Quand on a eu les résultats de cette étude, on s'est dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant. On parlait d'oméga 3, par exemple. Et c'est marrant, il y en a plein dans l'herbe. Quand on nourrit les vaches et les bovins avec de l'herbe, il y a forcément des oméga 3 qui arrivent dans le lait et dans la viande. Et à cette époque-là, on commençait à trouver des oméga 3 en gélules. Pareil sur des antioxydants, des polyphénols, des choses comme ça. Et on s'est dit, si on revenait ou si on remettait en ordre une alimentation des animaux en phase avec les attentes sanitaires, la chiffrée du consommateur, peut-être qu'il n'aurait pas besoin d'aller acheter des gélules à la pharmacie. Peut-être qu'on ne serait pas obligé de remettre de l'huile de poisson dans le lait ou des vitamines ou des choses comme ça. Et donc on a démarré cette démarche. À l'époque, c'était initié par ma compagnie, la Valorex. Mais tout de suite, on en a fait un projet collaboratif au sens de Valorial. C'est-à-dire que toutes les études ont été faites et co-gérées avec des instituts de recherche type INRA. Et très vite, on a fait une association, loi 1901, tout près d'ici, à l'école de santé publique, en août 2000, qui a conduit cette démarche qui aujourd'hui regroupe à peu près 600 adhérents. Et avec un bout, pour faire court, à un bout de la chaîne, il y a 6000 paysans qui sont engagés dans les cahiers des charges. Et à l'autre bout de la chaîne, il y a 1000 médecins qui, eux, distribuent les documents, on va dire, mais participent à la fondation, à la création, avec leurs attentes de la démarche, pour faire ce qu'on appelle une agriculture à vocation santé. Ça, c'est les fondements et ça se passe plutôt bien. Donc si je reviens à mon histoire de distributeur à l'époque, je racontais déjà tout ça. Et il me disait, je ne sais pas où te mettre. Si c'est l'aliment santé, la tradition, les filières, etc. Et moi, j'avais vraiment le sentiment, et aujourd'hui c'est extrêmement étayé, je dirais, que les attentes consommateurs, on ne peut pas les catégoriser comme ça, comme le marketing de segmentation, comme ils disent. Elles regroupent tout. Et en fait, l'attente numéro 1, c'est une attente de santé. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de risques sanitaires, mais il y a les biais cognitifs qui ont été évoqués par Karine Bocquet. Il y a la crainte des maladies de civilisation. Il y a encore un cache investigation demain qui va marteler qu'on mange mal, que c'est de la faute de l'agroalimentaire et qu'on va tous mourir.
Et il faut répondre avec un discours très positif. Est-ce que vous diriez qu'on mange mal, justement? Non, moi je dirais pas ça. Je dirais qu'on peut manger mieux. Je dirais faut pas se voiler la face non plus, hein. Moi je prends souvent l'exemple du PNNS, le Programme National Nutrition Santé. Il date de 2001. C'est Bernard Kouchner qui avait instauré au ministère de la Santé un programme nutrition et santé, ce qui ne va pas tout à fait bien avec d'autres courants de pensée qui pensent que la santé, c'est le médicament plus que l'aliment. Aujourd'hui, personne ne conteste qu'il y a un lien entre la nutrition, entre la qualité de notre assiette, le manger varié, équilibré du PNNS et notre santé. Nous, ce qu'on a instauré en 2000, c'était le PNNS des animaux. Je pense que rompre avec... Il n'y a pas de mauvaise plante, mais rompre avec un système trop simple, maïs, soja, chercher un nouveau modèle d'alimentation des animaux, un nouveau modèle fourrager, c'est bien. C'est aussi simple que ça. On ramène dans l'assiette, d'abord dans l'auge des animaux, ensuite dans l'assiette, tout un tas de micronutriments qu'on ne va plus acheter à la pharmacie. Et on rompt avec quand même un appauvrissement de notre alimentation qui a été mis en place par la guerre des prix, on va dire, la guerre des prix, le fait de standardiser, de produire moins cher avec des systèmes de plus en plus simples. Mais au bout du compte, si on a une chose à vendre, ou plutôt une chose que le consommateur peut acheter, c'est un plus santé. Donc on est dans ce courant difficile qui est de dire, on ne va pas dire que tout est mal. Au contraire, on l'a dit, il y a très peu de risques sanitaires, on n'a jamais vécu aussi longtemps, etc. Mais on peut encore améliorer les choses. Et si on améliore les choses en répondant aux attentes, le consommateur, quand on fait des études de sciences cognitives, là, comme vous disiez, on voit que la santé et la naturalité, c'est deux choses qui sont extrêmement parallèles. Si on arrive à vendre un bénéfice santé en expliquant que ce bénéfice il est obtenu par le travail du paysan, par le travail de la terre, et par pas un retour aux anciennes pratiques, mais à ce qu'on avait de meilleur, un mélange de bon sens et de bonne science, il est acheteur, on en a fait la preuve. Et c'est un vrai outil de différenciation. Ça marche, mais il faut évidemment qu'il y ait une valeur ajoutée au premier maillon de la chaîne, qui est au maillon de la production. Et est-ce que l'éleveur a un rôle à jouer, justement, par rapport au consommateur? Il a un rôle essentiel, hein. Nous, on a deux communications. On a une communication vers les experts qui permet d'obtenir des reconnaissances, des soutiens de l'État, etc. Où là, on va parler de polyphénol, d'oméga 3, de vitamines, de choses embêtantes. Mais quand on parle aux consommateurs, quand vous regardez les produits bleu blanc cœur, qu'est-ce qu'on met en avant? C'est la réalité du paysan qui s'engage. Quand Hubert expliquait les 15 points qu'il a changés dans son exploitation, ça, c'est achetable, parce que ça, c'est un vrai effort. La rupture avec, je parlais d'oméga 3, pour moi, il y a un monde entre un lait produit par des vaches qui mangent de l'herbe, du lin, de la luzerne, parce que l'éleveur y a fait attention, et puis un lait complètement banal qui peut venir d'où on veut, des pays où le lait est pas cher, et dans lequel on a rajouté 2 gouttes d'huile de poisson. C'est pas la même chose. Donc si on met pas en avant le créateur de la santé dans l'assiette, qui est le paysan qui s'engage, on n'a pas compris ce qu'attend le consommateur. Justement, Monsieur Veil, vous parlez des produits achetables par rapport aux consommateurs. On a bien compris que là, tous vous, les producteurs, vous faites des améliorations par rapport au but final du consommateur. Ce dernier, comment il se retrouve? Vous avez les marques, Bleu Blanc Cœur, Monsieur Terrena, Monsieur Garot pour Terrena, vous avez vos marques. Est-ce qu'on se rapproche de marques, de labels? Qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'au final, sur les rayons, vous disiez bien, hein, la grande distribution qui dit où je vais vous mettre dans les rayons. Comment vous abordez... Ça, c'était il y a 20 ans. Oui, il y a 20 non, ans. je le précise parce que les choses ont vraiment changé. Et aujourd'hui, quand les distributeurs nous mettent dans un rayon, on prend tout le rayon. Est-ce qu'il faut un label par rapport à une marque? Est-ce qu'il faut... Le label, on a le label AB. Qu'en est-il? Et est-ce qu'il faut faire des labels plus généraux ou des labels par secteur? Qu'en est-il? C'est à moi que vous posez la question? À vous quatre. À vous quatre. Comment vous faites savoir toutes ces améliorations? De toute façon, pour que le consommateur a le sentiment d'avoir un plus dans son assiette, il faut que c'est une pratique qui est communicable et qu'on est capable de... Et pour nous, on est plutôt sur un label marque, c'est-à-dire, nous, c'est aujourd'hui la nouvelle agriculture, mais derrière, sur cette volonté... même s'il y a un petit premium, il ne faut pas que ça dépasse des sommes extraordinaires. Puisque derrière, je pense que cette alimentation, il ne faut pas qu'elle soit confidentielle, il faut qu'elle soit vraiment un vrai segment de marché.
Pour ce faire, faut remettre à plat toutes nos relations et derrière, pour moi, quand je disais qu'on est dans un changement de monde, on est vraiment dans une coopération entre l'agriculteur et le coopérateur, et l'agriculteur et le consommateur. Et c'est pour ça, permettez-moi de féliciter Ouest France. Pourquoi ? Parce que je pense que vous êtes un maillon aussi de cet engagement, du fait de votre relation entre la société civile et les acteurs d'un territoire, les acteurs agricoles entre autres, et c'est un maillon. À un moment donné, c'est un échange et un progrès permanent pour faire comprendre à ce consommateur que ce qu'il achète, c'est bien pour sa santé. Et derrière, nous, on a une volonté, c'est qu'on remet en place toutes nos chaînes de valeur pour en donner à l'agriculteur. Parce que ça n'a de sens que si l'agriculteur à vie continue à investir, continue à travailler pour le bienfait de l'assiette du consommateur. Pierre Weil, vous voulez réagir ? Oui, je voulais répondre à la question précisément en disant, on a parlé d'assiettes connectées, d'évolution, etc. Il y a une période, mon voisin a parlé de la marque Go Green, si j'ai bien compris, ou Origin Green. Green Origin. Je pense que je suis aussi président de Valorial, donc d'un pôle de compétitivité dédié à l'innovation. On est de plus en plus proche d'un pôle voisin qui s'appelle Images et Réseaux. L'ère du numérique dans l'assiette, elle arrive. Je pense que le consommateur, il a une espèce de rejet des marques, des labels, etc., qui revendiquent une obligation de moyens. On va passer dans une ère, ça va tout changer, une ère de l'obligation de résultat. Quand Hubert Garot disait dans ma ferme, je mesure le méthane émis par mes vaches, avec une méthode reconnue par les Nations Unies, validée, c'est expertisable et mesurable. Ça change un peu, j'en excuse, mais c'est pour nourrir le débat, d'un discours qui dit, puisque mes vaches vont à l'herbe, elles vont produire moins de méthane. Peut-être, mais mesurons-le. Est-ce que la qualité du beurre est bonne ou pas bonne en fonction de ce que disent les experts en nutrition? Est-ce qu'il y a la dose d'oméga 3, de graisses insaturées, de vitamines, etc. Ça va se mesurer demain. Tout le monde pourra mesurer avec son téléphone portable. On commence à le faire à titre expérimental. Tout le monde pourra mesurer la qualité de la motte de beurre qu'il a achetée. Donc ça va devenir un socle commun, c'est-à-dire que tous ceux qui n'auront pas ce socle-là, on pourra passer quand on pourra le mesurer. À partir du moment où on mesure, je pense on va voir. Et je pense que ça va vraiment changer les choses. Ça va recréer un lien entre la pratique du producteur et la perception du consommateur de ses efforts. Et ce lien-là, des fois, il se dissout un peu dans les emballages, un excès de communication sur l'obligation de moyens. Karine Bocquet, justement, est-ce que cette assiette connectée, est-ce que c'est une façon de recréer un lien direct avec l'agriculteur? Est-ce que c'est une façon de recréer de la confiance? En tout cas, je partage vraiment les points de vue qui ont été exposés ici sur la notion des messages, que ce soit dans le cadre du label ou de la question de la connexion des informations sur l'assiette. Je crois que ce qu'on a étudié dans le cadre du Conseil national de l'alimentation, c'est l'importance de la nature des messages, le fait d'avoir des messages vrais et sincères sur un certain nombre de points de préoccupation que les consommateurs expriment à travers des sondages. Il y a plein de sondages, on peut se procurer les résultats de ces sondages pour voir qu'il y a des questions sur l'alimentation animale. Comment est-ce qu'on organise l'alimentation animale dans un élevage? C'est des sujets qui ne sont pas forcément très faciles à comprendre pour un consommateur. Donc il faut identifier un petit peu les points comme ça sur les pratiques de production où il y a des questions et adresser des messages, pas beaucoup puisqu'on a vu que les capacités cognitives étaient limitées, quelques messages clés importants, sincères, vrais, que l'on peut montrer avec sous forme d'obligation de résultat si on le souhaite. Où il y a encore beaucoup d'obligations de moyens, mais pas forcément énormément, même si on est dans une ère de la transparence où il faut tout dire, tout montrer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas tout dire, tout montrer, mais ce n'est pas forcément ça qu'il faut mettre en avant. C'est des espèces de points critiques à identifier par rapport aux pratiques professionnelles que l'on peut avoir par secteur d'activité. Qu'est-ce qui peut poser problème aux consommateurs? Et comment est-ce qu'on peut... Alors nous, on a appelé ça avec l'aide des sociologues. On a travaillé avec, je vais les citer, Jean-Pierre Poulain, Jean-Pierre Corbeau, Jocelyn Roth. C'est des sociologues de différentes universités ou d'écoles de hautes études de santé publique. Ils nous ont expliqué que, enfin en tout cas, on a convergé vers un consensus qui est celui de la boîte noire. Quel que soit le maillon qu'on occupe dans la filière, c'est une boîte noire pour le consommateur. Et il y a un vrai enjeu
au niveau de la production primaire, ce qu'on appelle la production primaire, c'est-à-dire l'exploitation agricole, parce que c'est beaucoup plus parlant pour un consommateur, la ferme, que l'industrie agroalimentaire. Et avec tout ce qu'on voit se développer, la notion de circuit de proximité, circuit court, qui a une image positive aussi, qui crée de la valeur dans les territoires, l'aménagement du territoire. Enfin, il y a plein de sujets positifs autour de l'alimentation, en s'appuyant sur le maillon de la production agricole. Donc c'est plutôt la nature du message à bien travailler pour ne pas donner l'impression que c'est un message commercial. Il faut être vrai et sincère et pouvoir le prouver. C'est-à-dire apporter des preuves sous forme d'obligation de résultat, ouvrir sa ferme aux journalistes, aux médias, pour avoir des relais d'information. Alors, pas une tâche commerciale, sauf qu'à côté, nous avons une marque Origine Green qui arrive, c'est-à-dire qu'il faut être aussi compétitif, hein, c'est un mot qui va beaucoup revenir aujourd'hui. Justement, par rapport, je reviens à ces fameux labels, pour l'instant, le consommateur, il a repéré AB, hein, je fais le label AB. Est-ce qu'il ne faut pas créer un label national vraiment pareil, avec un socle commun haut, qui permet d'être une référence, et une référence aussi qui s'exporte et qui devienne aussi une valeur aussi à l'international, parce que Nerf de la guerre va être là aussi. Allez-y. Je vais dire un truc. Bon, Bleu Blanc Cœur, c'est un outil de différenciation. Oui. Quand on l'a créé il y a 20 ans, on ne pensait pas qu'on retrouverait du Bleu Blanc Cœur au Japon ou dans des pays comme ça. Je vais être très court, mais il y a 3 pays où Bleu Blanc Cœur, maintenant, ça existe dans une quinzaine de pays. Très bien. Et ça permet d'exporter ce modèle-là. Mais il y a 3 pays dont je voulais vous parler parce que j'ai adoré les discussions avec eux. Au Japon, ils rentrent dans un truc qui s'appelle le TPP, là, le Trans-Pacific Pact. L'agriculture japonaise n'est pas compétitive du tout. Ils savent qu'à terme, ils ne pourront pas protéger leur agriculture. Et quand je discutais avec les gens du ministère de l'économie japonais qui ont implanté Bleu Blanc Cœur là-bas, déjà, il y a un lien nutrition-santé qui est très fort au Japon, mais il y a aussi une façon de différencier. Ils avaient une phrase qui m'avait marqué. Ils m'avaient dit, aujourd'hui, les Japonais acceptent par patriotisme de payer leur viande ou leur lait, je ne sais pas, 3 fois plus cher que la viande brésilienne. Demain, ce sera 7 fois plus cher et le patriotisme ne marchera plus. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut différencier. On a exactement la même chose en Suisse. J'ai lu un mail ce matin qui venait d'Israël, qui disait on va lancer Bleu Blanc Cœur à grande échelle dans le lait, parce que maintenant l'importation de produits laitiers est autorisée. C'est plus facile de produire du lait dans le nord de l'Europe que dans le désert. Et forcément, s'ils ne mettent pas quelque chose qui va différencier, ça rejoint un peu ce que disait Olivier Alain sur la compétitivité positive, la régulation positive, je sais plus. Évidemment qu'il faut quelque chose. Sinon, si on se compare juste, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, on ne sera pas compétitif pour produire du basique. Si c'est pour produire le même poulet que les Brésiliens, on aura du mal. Hubert Garot, et après on va prendre les questions à la salle. Gaël est arrivé, ça veut dire que l'heure tourne. Sur cette notion de label, il faut qu'on soit bien clair. On est dans un label, c'est un cahier des charges qui doit respecter l'ensemble des points. Là, nous sommes sur un label marque, c'est-à-dire derrière une marque, il y a un engagement, puisqu'on est dans l'idée que l'évolution ou l'attente du consommateur en fonction de son assiette est complètement différente. Certains vont être très attachés à la notion de bien-être en élevage, d'autres qui vont être attachés à la notion d'utilisation d'antibiotiques, d'autres, ça va être... Donc, à un moment donné, c'est ces claims marketing sur lesquels il faut qu'on réponde en fonction de l'assiette. Quand je vous disais une assiette pour chacun, il y a peut-être des jeunes femmes qui vont vouloir une assiette beaucoup plus de remise en forme, d'autres qui vont avoir des assiettes plaisir. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, ce qu'a fait l'Irlande, on le cite, nous, dans l'écrit que nous avons fait, comme étant un engagement des pouvoirs publics sur une image globale, origine green irlandaise. Et c'est là qu'on attend des pouvoirs publics français, l'ensemble, la gastronomie à la française. C'est une raison d'espérer, ça. La gastronomie, c'est le savoir culinaire français qui est reconnu au niveau mondial. Et ça pourrait être quelque chose qu'on attend d'une vraie... C'est un peu ce qu'on fait avec le Made in France, quelque part. Oui, c'est ça. C'est un Made in France agricole. Made in France agricole, mais au travers du qualitatif et de la gastronomie du bien manger français. On vous a bien compris, Hubert Garot. Non, on va passer, je suis désolé, mais... Je suis obligé de faire l'arbitre. Je sais que le monsieur Loyal n'est pas très agréable de temps en temps, mais on est obligé. On va passer aux questions. On va d'abord aller voir les étudiants. Je suis allé les voir tout à l'heure, ils sont très studieux. Et je crois qu'il y a un étudiant de l'association Apogée qui va nous poser ou vous poser une question. Alors, où est-il cet étudiant
qui a préparé cette question et qui doit l'adresser à l'un des intervenants. Voilà, est-ce qu'on peut avoir le retour sur l'amphithéâtre? Amphithéâtre 150. Et n'oubliez non, pas... on ne peut... Voilà. Oui. Mademoiselle, on vous entend et on vous écoute. L'association, je précise juste, l'association Apogée, c'est l'association de Rennes School of Business qui promeut la gastronomie et l'œnologie. On vous écoute. C'est ça. Donc j'avais une question par rapport au label, pour préciser un peu, parce que c'est vrai que les labels, c'est souvent assez confus pour les consommateurs. Et on se demandait en fait si c'était envisageable de rendre ces labels, ces différents labels, plus explicites et plus transparents aux yeux du consommateur. Par quel moyen, je ne pourrais pas trop voir, mais voilà. Alors, à qui vous adressez cette question? Ah, c'était le piège. C'est pas marqué sur votre smartphone. Je dirais Karine Boquet. Attendez, vous avez plus ou moins tous parlé des labels, il me semble, tout à l'heure. Qui veut répondre? Un peu à tout le monde. En tout cas, à travers votre Allez, question, Karine Boquet, puisque je je vous ai comprends, il y a coupé. des éléments qui sont communs avec votre question, Tout à c'est-à-dire fait. la notion d'avoir un espèce de socle commun. Donc, en fait, la notion de label, c'est vrai qu'il y a beaucoup de labels, et quand il y en a trop, on a du mal à s'y retrouver en tant que on consommateur, finit mais par qui s'y perdre. revendique, le paradoxe, c'est qu'ils revendiquent une certaine diversité, et on va vers une alimentation de plus en plus individualisée. Donc la difficulté, c'est de rendre les labels qui représentent des signaux sur le marché pour se différencier des autres suffisamment explicites vis-à-vis du consommateur. Mais la question du socle commun, moi j'ai envie de dire que ce socle, il existe quelque part déjà. Il devrait normalement être connu des consommateurs et participer à la réassurance du consommateur. On est dans une organisation des décisions en matière d'alimentation qui est quand même beaucoup pilotée par Bruxelles, puisqu'on a des politiques publiques sanitaires alimentaires fortes. Et par rapport à ce problème de peur alimentaire qui reste quand même un noyau dur autour de ces questions-là, on a aujourd'hui un dispositif que vous connaissez peut-être qui s'appelle le paquet hygiène, qui représente, de mon point de vue, peut-être l'idée d'un socle commun. Alors ça ne balaye pas forcément tous les aspects de la production. C'est quoi le paquet hygiène? Alors le paquet hygiène, c'est, vous savez, les problèmes, les politiques de l'alimentation sur le plan sanitaire, elles se construisent au rythme des crises. Et on a eu une grosse crise avec la crise de l'ESB il y a maintenant 20 ans. On se souvient, ouais. Donc on a balayé tout le Ok. dispositif réglementaire européen et on a construit le paquet hygiène. Et le paquet hygiène, je vais juste vous citer un article. C'est l'article 14 du règlement 178/2002 Ça ne qui s'invente dit pas. que c'est un beau label. n'importe quel acteur de la filière, de la fourche à la fourchette, a l'obligation de mettre sur le marché des produits non dangereux. Et on explique dans cet article ce que ça veut dire, non dangereux. Eh bien, il y a des questions à se poser sur l'impact sur la santé du consommateur dans l'immédiat, sur le moyen terme, sur le long terme, sur la descendance issue du consommateur. Donc ça va très très loin. Donc ça existe, il y a déjà des garanties, l'État est là pour réguler ces aspects-là, sauf qu'il y a aussi la responsabilité de tous les acteurs concernés par ouvrir la boîte noire, expliquer les choses, et les pouvoirs publics ont aussi un rôle à jouer pour expliquer comment il y a des réflexions, comment on oriente sur certaines pratiques, de manière à... Cette notion de socle commun, ça dépend ce que vous mettez derrière socle Bien sûr. commun, mais par rapport à cette idée de peur alimentaire, de suspicion, de risque potentiel... Mais il faudrait peut-être rendre, c'est parce que bon, le pacte IGN 14, on ne le connaît pas, il faudrait peut-être le Voilà, rendre. exactement. Donc c'est vrai qu'il y a... À la veille d'une campagne présidentielle, ça peut être un programme. Il y a des efforts à faire en matière de communication. Communiquer vrai, ouvrir la boîte noire, c'est valable pour tous les acteurs, en fait, y compris les pouvoirs publics. Très bien. Merci Karine Boquet. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas Certainement. Il y a des micros qui sont à votre disposition de chaque côté de l'amphi. Oui. Alors, voilà. Attendez, on va vous passer une... Alors, on va éclairer un petit peu la salle, s'il Oui, vous plaît. Bonjour. Moi, Bonjour. j'avais une petite question sur la place des distributeurs. On a parlé que des producteurs et des industriels. On sait que notamment Super U s'associe avec Terrena sur l'agriculture nouvelle. Quelle place pour les distributeurs? Quels engagements ils doivent prendre? Et comment les impliquer aussi là-dedans plutôt que de batailler sur une guerre des prix qui est stérile à ce niveau-là? Hubert Garot. Moi, je suis assez clair par rapport à ça. Il nous faut inventer une nouvelle relation avec la grande distribution française. Je prends même le pari que la grande distribution française, avec des centres de décision en France, peut être le VRP de l'agriculture française à l'international.
Alors je ne développe pas parce que voilà, mais je l'affirme parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Pour ce faire, il nous faut inventer une nouvelle relation à l'image que ce que on a pu, qu'on évoque, parce qu'il n'y a pas qu'on évoque avec eux, c'est-à-dire une relation contractuelle, parce que quand vous parlez d'une nouvelle coopération entre le consommateur et l'agriculteur, qui connaît mieux le consommateur que la grande distribution? Et donc il nous faut être en collaborativité avec ces gens-là, qui connaissent ce consommateur. Nous, on a le sentiment de le connaître. On connaît celui qui est proche de chez nous, celui qui arrive à se démarquer, celui qui est capable de faire des kilomètres pour venir chercher son alimentation. Mais là, comment le consommateur lambda des villes, on le connaît mal. Et c'est là qu'il faut de la contractualisation, des engagements. Il nous faut aussi regarder les chaînes de valeur pour essayer d'aller chercher des non-valeurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a des non-valeurs? Pour moi, c'est des équilibres matières. Alors, c'est très, très personnel, ça, puisque je pense qu'on peut améliorer l'économie si on met ça à plat. Et c'est une innovation commerciale pour moi. De toute façon, on parlera de la grande distribution cet après-midi, puisqu'il y a une table ronde qui est consacrée aux relations distributeurs et industrie agroalimentaire et bien sûr agriculteurs. On va passer à une autre question. Monsieur, vous avez un micro, voilà, qui vous est offert. Oui, Joseph Marquet. Tout à l'heure, Pierre Veille nous a soulevé le risque qu'il y a demain soir, à une heure de grande écoute, d'une émission qui va être polémique. Alors, je m'adresserai à Karine Bocquet, qui, tout à l'heure, dans sa présentation, nous a fait part des liens étroits qu'il y avait avec 3 ministères, des comparaisons qu'on peut faire avec les problèmes liés à l'alimentation. Avez-vous été consulté par les promoteurs de cette émission, où on sait très bien que Olivier Gisberg, que Émeric Cameron ne sont pas très loin du service public pour donner une orientation qui est inquiétante? Je voudrais savoir si vous avez été consulté. Alors, je crois que vous évoquez l'émission de Élise Lucet, c'est ça? Demain soir sur France 2. Je ne devrais pas faire la pub de France 2. Voilà, c'était pour être plus précis sur cette émission polémique, effectivement. Est-ce que vous avez donc été consulté? Eh bien, la réponse est non. Le Conseil national de l'alimentation n'a pas été approché par les journalistes de cette émission. Donc après, c'est la question aussi du rôle des médias, en fait, autour de ces questions vis-à-vis de la population et la façon dont on va parler d'un sujet, comment traiter d'un sujet de façon la plus constructive possible, c'est-à-dire donner des informations, mais des informations en représentant toutes les théories de pensée ou les différents points de vue d'acteurs. Et la recherche du sensationnel n'est pas forcément la bonne piste pour avancer. Voilà, en tout cas, la question des médias, c'est une vraie question. Par exemple, au Conseil national de l'alimentation, on a Est-ce que vous êtes régulièrement consulté justement par les médias, par la presse, presse écrite et autres médias? Tous les avis sont en ligne. On a des liens avec la presse qui veut avoir des informations si on a travaillé sur tel ou tel sujet. Pour cette émission-là, on n'a pas été contacté. Après, sur la composition du Conseil national de l'alimentation, nous n'avons pas de représentants des médias. Je vous ai parlé de tous les collèges qui représentaient en grande partie la société dans son ensemble. Par rapport aux acteurs concernés par l'alimentation, nous n'avons pas les médias, parce que c'est d'ailleurs compliqué d'avoir... c'est pas une profession qui est très organisée en termes de... Non, mais on pourrait imaginer effectivement un monsieur ou une madame média au sein de votre organisme, de façon à mettre un peu plus sur la table tous les sujets qui aujourd'hui, on le voit, intéressent, passionnent les Français. Tout à fait. Donc ça, c'est une vraie piste d'évolution pour le CNA, c'est de réussir à englober cette partie média qui n'existe pas aujourd'hui. Après, la question, c'est quel interlocuteur médiatique? C'est-à-dire que les personnes qui siègent au CNA sont des représentants d'interprofessions, d'associations, voilà. Donc, est-ce qu'au niveau des médias, il y a une... il y a une interprofession des médias, tous les médias. En tout cas, c'est une piste de réflexion, pour le CNA. Une autre question? Oui, monsieur. Oui, avec un micro. Non. Voilà. On va. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Il y a un mot qui n'a pas... Mettez-vous debout voilà. Bonjour, il y a une expression qui n'est pas sortie dans votre débat, c'est appellation d'origine contrôlée. AOP devenu AOC devenu AOP au niveau européen.
Est-ce que vous faites un trait dessus? Est-ce que c'est encore un avenir ou est-ce que ça a disparu, les AOC? Qui veut répondre? Ça n'a pas l'air Monsieur, simple. Monsieur Veil, allez-y. Non, par défaut. J'ai regardé, non, ça n'a pas disparu, mais il y a eu, je sais pas, une semaine, un article de Que Choisir qui s'adressait à ses lecteurs et qui parlait des signes de qualité. Donc c'était des lecteurs de Que Choisir, a priori, qui ont très bien qui ont été nombreux à répondre et qui sont plutôt des gens informés. Il y avait 2 labels qui crevaient l'écran, c'était Bio et Label Rouge. Il y avait Bleu Blanc Cœur, mais je voyais que l'AOC existe, mais c'est pas. Il y a les 2 choses. AOP, oui. Mais il y en avait un, je crois que c'est l'AOP, qui était vraiment très bas dans la connaissance qu'on en avait. des consommateurs. Il y a Bio, je sais pas en grand spécial, mais il y a Bio Label Rouge très devant. Il y a les AOC un peu derrière, et AOP, je crois qu'ils sont vraiment dans le peloton de queue. Pour résumer, Hubert Garot, j'ai envie de vous poser la question de effectivement la multiplication des labels, la multiplication des appellations d'origine contrôlée, AOP et autres. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un travail à faire, évidemment des coopératives, acteurs agricoles, agroalimentaires, pour un peu rendre ça peut-être un peu plus lisible aux yeux des consommateurs qui, à mon avis, s'y perdent un peu. Et effectivement, aujourd'hui, quand on achète un label, on ne sait pas tellement ce qu'il y a derrière. Moi, je pense sera la dernière question. Je pense qu'il ne faut pas se tromper. C'est vrai, peut-être au travers de nos propos, nous n'avons pas fait référence à ce qui existait. Pour moi, c'est un acquis. Je suis producteur de volailles Label Rouge, j'ai un cahier des charges Label Rouge, et depuis 1978, ça a été un vrai moteur du développement de l'exploitation chez nous. Donc, tous ces signes de qualité existent, ont leur marché. Mais est-ce que ça l'est encore aujourd'hui, Label Rouge? Moins. Oui, le Label Rouge, peut-être, il lui faut trouver... On a l'impression que tous les poulets sont labellisés. Oui, mais peut-être c'est là qu'il nous faut. Il y a le socle commun, mais il faut. Et je pense que cet après-midi ou ce matin avec Yves, on aura peut-être des éléments de réponse. C'est-à-dire même les labels ont besoin d'éléments périphériques à leur label pour réassurer le consommateur. Et donc, nous, le propos, quand on vous parle d'une 3e voie, c'est bien une voie de volume. Quand je dis volume, c'est pas une petite segmentation dans l'offre française, c'est une voie de segmentation qui correspond à une émergence d'un marché nouveau qui doit être plébiscité par le consommateur. C'est pour ça que pour nous, les AOP, les AOC, les labels ont leur place. C'est quelque chose qui doit venir en complément de ça. Avec une hiérarchie des labels aussi nationaux, internationaux, européens, bien sûr. Que derrière, il y a une simplification des cahiers des charges. Je vous rejoins là-dessus. Oui. Merci Hubert Garot, président de Terrena. Karine Bocquet, merci d'avoir participé à cette première table ronde. Eddie Punch, merci. On vous a entendu, peut-être pas assez, mais évidemment, on est contraint par le temps. Et merci bien sûr Pierre Veil, président de Valorial. Voilà, on va faire une petite pause. Vous avez exactement une demi-heure pour aller vous rafraîchir ou autre. Et puis on se retrouve donc à 11h20 ici pour la 2e table ronde qui sera consacrée à l'élevage. Merci.